Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde quand on a organisé ça avec Olivier. On s'est dit qu'il y aurait 200 personnes et finalement, vous êtes 700. Merci à vous. Je suis vraiment ravie d'être à vos côtés. J'ai reconnu certains visages. J'ai reconnu des écharpes jaunes magnifiques. Et je tiens à remercier tous les militants de cette campagne. On peut les applaudir. Merci à eux. Depuis le début de cette campagne, vous êtes tellement nombreux à vous proposer pour aller sur le terrain, pour convaincre, pour passer des appels, ce qu'on appelle du phoning dans les campagnes. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que vous contribuez à faire de cette campagne une campagne heureuse. Et je crois que les gens qui vous regardent, quand vous distribuez des tracts, quand vous êtes sur tous les marchés, y compris en semaine, et je le vois sur les réseaux sociaux, c'est très impressionnant de voir que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ça continue. Vous êtes toujours en train de convaincre partout. Vous contribuez à montrer aux Parisiens ce qu'on va réussir à faire quand on aura gagné, quand je serai maire de Paris. Bonsoir. Vous leur montrez ce que c'est une campagne joyeuse et vous faites la preuve par l'exemple de ce qu'on va réussir à faire quand on sera à la mairie de Paris. Et je dis à dessein quand on sera, parce que vous m'avez entendu, j'ai dit que je voulais gouverner la ville de Paris comme on gouverne la Suisse. Et ça n'est pas un élément de langage. J'admire le peuple suisse, j'admire cette grande démocratie, un pays prospère, un pays en paix, un pays industriel, un pays qui développe son économie, et surtout un pays qui écoute son peuple. Ça fait trop longtemps ici à Paris que vous n'avez pas été écoutés, que nous n'avons pas été écoutés. Quand il y a eu des simulacres de votation, on vous a dit que c'était consultatif, on vous a dit en réalité venez voter et puis si votre avis ne nous plaît pas, finalement on s'en fiche. Et vous vous souvenez comme moi de toutes ces problématiques sur les véhicules familiaux. Et vous vous souvenez comme moi de toutes ces fois où Madame Hidalgo n'a jamais écouté. Et quand le préfet de police... Non, on n'est pas là pour huer les gens. Vous allez voir, on va faire une ville heureuse. On n'a pas besoin de les détester. On est dans l'amour. On aime Paris. Et je vais vous dire, même les gens qui ne nous aiment pas encore, demain, ils bénéficieront de notre politique. Et demain, ils nous aimeront. Et ils se diront, et finalement, on avait tort. Oui, on peut les applaudir. Ils seront avec nous demain. Vous savez, quand j'étais il y a quelques semaines à la Porte Dorée, donc dans le 12e arrondissement. Et j'ai 2 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « On a voté 2 fois pour Madame Hidalgo et cette fois, on va voter pour vous. » Et ça, c'est intéressant à écouter. Parce qu'il y a des gens qui ont été trompés, qui ont cru dans la promesse socialiste. Et tout au long de notre histoire, ça arrivait à de multiples reprises. Des gens qui y ont cru, à qui on a menti. Et ce n'est pas de leur faute si on leur a menti. C'est de la faute de ces politiciens. On leur a menti, mais maintenant, ils voient la dégradation. Ils la voient sous leurs fenêtres. Et le réel, c'est la meilleure arme anti-idéologie. Ils y ont cru, ils ont été trompés, maintenant, ils ouvrent les yeux. Donc, il faut s'attendre à ce que dans cette campagne, on soit aussi très fort dans ces quartiers-là. Et quand on regarde aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit de quelque chose que je trouve à la fois surprenant et magnifique, c'est que quand on regarde les quartiers Est, le centre de Paris, je suis déjà à plus de 20%. Et c'est pour ça aussi que je suis venue ce soir dans les quartiers Ouest pour vous annoncer une bonne nouvelle. Non seulement je suis candidate à la mairie de Paris, mais je suis également candidate à la mairie du 16e arrondissement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et je vois dans cette salle beaucoup de gens qui m'accompagneront pour cette liste magnifique et qui vous serviront demain en tant qu'habitants du 16e arrondissement, parce que je suis sûre qu'on va gagner la mairie du 16e arrondissement. Parce que je suis sûre que tout ce qu'il y a de bien dans le 16e arrondissement, on arrivera à l'étendre au reste de la capitale. Et tout ce qu'il y a de mal, tous les dangers, la saleté, l'insécurité que vous ressentez, les inepties parfois, que ce soit en termes de circulation, et vous êtes nombreux à m'en avoir parlé à de multiples reprises, toutes les inepties, le manque de place en crèche, le fait que la ville devienne parfois invivable pour les familles, que vous voyez sans doute, vous aussi, vos enfants, ou alors même vous-même, que vous connaissez des doutes quand un enfant arrive et qu'on se demande est-ce qu'on va encore rester dans le cœur de la capitale. Tous ces sujets, on va les corriger un par un, de manière rationnelle. Chaque problème a sa solution. Vous avez vu mon programme, il fait 130 pages. C'est un très beau livre jaune que je vous invite à vous procurer. D'ailleurs, je crois qu'il y en a dans cette salle. Ouais, je vois que beaucoup l'ont déjà, c'est très très bien. Vous êtes sérieux, bravo. Je crois que d'ailleurs, il est à quelque part dans une... Enfin bref, c'est là-bas, voilà. Donc à l'entrée de la salle. Si tout à l'heure vous voulez vous en procurer, ils sont à l'entrée. Donc ce programme, il fait 130 pages et son ambition, c'est de régler un par un tous vos problèmes. Tous les problèmes des Parisiens, j'y ai réfléchi. J'ai travaillé avec une équipe très solide, qu'on peut d'ailleurs applaudir. Ils sont un peu disséminés partout ce soir dans la salle. Nous avons passé un Noël très studieux, mais ce programme n'a pas été rédigé comme ça en un hiver. En réalité, ce sont des idées auxquelles je pense depuis des années. Et si je commence par l'un des sujets principaux qui m'ont occupé et qui vont m'occuper pendant 6 ans, pendant ce mandat, ce sont les finances de la ville. Ces idées-là, pour ceux d'entre vous qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que je les mûris depuis déjà bien longtemps. Depuis l'époque où j'étais magistrate à la Cour des comptes et où j'ai appris à inspecter les comptes de certaines administrations. Et je peux vous assurer qu'avec tout ce que j'ai vu, j'avais rarement vu pire musée des horreurs que ce que j'ai découvert à la ville de Paris. Bon, il y a quand même le service public de l'audiovisuel, on peut se rassurer. Hein. Et l'Agence française de développement et France Travail, enfin bon, je peux en citer d'autres, mais la ville de Paris, sincèrement, la bonne nouvelle dans notre malheur, c'est qu'ils sont allés tellement bas dans le déclin, dans le n'importe quoi, dans la gabegie, dans le gaspillage d'argent public, qu'en réalité, ce sera très facile de remettre de l'ordre dans les comptes publics. Ils sont allés tellement loin. Si je vous dis qu'il y a 55 000 agents à la mairie de Paris, on l'a beaucoup entendu ce chiffre, mais mettons-le en perspective. 55 000 agents à la ville de Paris, ça signifie qu'à la simple mairie de Paris, vous avez 2 fois plus de monde que dans l'ensemble de toutes les préfectures de France. Dans l'ensemble des préfectures de France, il y a 21 000 agents. À la ville de Paris, 55 000. Si je vous dis que c'est plus que chez Airbus, Airbus, on peut dire qu'ils produisent des choses utiles. La mairie de Paris aujourd'hui, bon... Elle fait des travaux, vous me direz. Elle fait des travaux, bon, ça elle y arrive. Si je vous dis que c'est plus que la Commission européenne, 32 000 agents, pour 27 pays et 500 millions d'habitants. Et la ville de Paris, 55 000. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il y a du personnel très utile à l'intérieur. Ben oui, il y en a. Mais 400 personnes à la communication de la ville. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que la communication de la ville, par ailleurs, est réussie? Non, bon. Est-ce que Madame Hidalgo est un modèle de grande communicante qu'on adore tous, qui a une image fantastique? Vous me direz si encore elle utilisait l'argent des Parisiens à ça. Elle préfère faire des hors-forfaits en Polynésie. Donc, 400 personnes juste à la communication. Franchement, tout ça est aberrant. Alors, on pourrait en rire. C'est triste, parce que c'est votre argent. C'est triste, parce que comment est-ce qu'elle a financé tout ça? Non seulement elle a endetté la ville de Paris, et je vais y revenir, mais elle a financé tout ça en augmentant vos impôts. Et quand elle augmente, en 2023, la taxe foncière de 60%, est-ce qu'un seul d'entre vous a perçu, depuis 2 ans, l'amélioration d'un quelconque service public municipal?
Aucun. On peut dire que c'est même pire. En bon français, on appelle ça du vol. Elle vous a pris de l'argent, à tous les propriétaires. Elle vous a pris cet argent, pas seulement aux propriétaires, puisqu'elle a aussi augmenté les frais de notaire. Elle a aussi augmenté les coûts de stationnement. Donc tous les automobilistes ont payé pour ça. Elle a aussi augmenté les cadences des contraventions. Ça marche, hein. Alors ça, s'il y a une politique qui fonctionne à la ville de Paris, c'est bien la politique des contraventions. Là, c'est efficace, c'est rapide, ça repasse plusieurs fois par jour. C'est mieux que la collecte des ordures, hein. Là, c'est rapide, efficace, efficient. D'ailleurs, là, elle a accepté de le privatiser. Comme quoi, quand c'est pour mettre des contraventions, le privé, c'est pas mal. Mais quand il faut privatiser certains services essentiels, là, Madame Hidalgo, il y a beaucoup plus d'idéologie. Donc, pas d'amélioration d'un quelconque service municipal et pourtant la taxe foncière a explosé. Comme j'appelle ça du vol, je vous annonce que cet argent que vous avez payé indûment, je vous le rendrai. Et quand je dis je vous le rendrai, ça n'est pas un élément de langage, c'est que concrètement, les propriétaires occupants qui ont payé 60% en plus l'année dernière, décidé par Madame Hidalgo, recevront un chèque de la ville de Paris qui leur rendra leur argent. Et de manière pérenne, je diviserai par 2 la taxe foncière pour tous les propriétaires, entreprises comme les familles, les particuliers. Je diviserai également par 2 les impôts locaux qui pèsent sur les locataires, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage. Je ne sais pas si vous connaissez ces doux noms que vous retrouvez parfois. Je les diviserai tous les 2 par 2. Et comment est-ce que je fais ça? Vous imaginez que ça crée pour la ville un manque à gagner. Il est amplement financé par un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Ce plan d'économie de 10 milliards d'euros, comment est-ce qu'on le décompose? Ça intéresse beaucoup, vous vous rappelez les journalistes de France Info, ils n'arrivaient pas à compter jusqu'à 10, alors ils me disaient mais là on en est à combien? Comment vous arrivez à 10? Alors je vais vous expliquer, 5 plus 3 plus 1 plus 1 ça fait 10. Donc comment est-ce qu'on fait? Premièrement, on divise par 2 les effectifs de la ville de Paris. J'ai commencé par ça, c'est le grand scandale, c'est l'explosion des effectifs municipaux, avec un grand paradoxe, c'est qu'à mesure qu'il y a eu de plus en plus de fonctionnaires, il y a eu de moins en moins de Parisiens. C'est fantastique. On a perdu 200 000 familles à Paris, mais on a gagné 30 000 fonctionnaires. Extraordinaire. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais bon. On divise par 2 les effectifs de la ville de Paris à horizon 10 ans. Comment? Premièrement, la première chose qu'il faut regarder dans une administration, et ça c'est ce que j'ai appris par mes fonctions, c'est le turnover naturel. C'est-à-dire combien de personnes quittent naturellement l'administration sans même avoir besoin de faire un plan de départ, donc des gens qui sont partis de toute façon. Vous en avez en moyenne 3 500 par an à la ville de Paris. Ce sont des gens qui soit partent à la retraite, soit tout simplement changent de poste, créent une entreprise, on n'est pas à l'abri, qu'il y ait des start-upers dans le lot, changent d'administration ou tout simplement des fins de contrat pour ceux qui sont en CDD. Ces gens-là, ces 3 500 en moyenne, pour l'écrasante majorité, on ne les remplace pas. Donc ce sont des postes qui sont naturellement supprimés, sans casse sociale, sans chômage. Parmi ceux-là, je dis que la mairie a 2 priorités quand je serai maire de Paris. C'est 1, la petite enfance, et 2, la police municipale. Dans ces 2 secteurs, non seulement on remplace les personnes qui partent, mais en plus on doit en embaucher. Et quand je vous dis division par 2 des effectifs à horizon 10 ans, ça prend même en compte le fait que je dois embaucher des policiers et des professionnels de la petite enfance. Donc 3 500 que vous ne remplacez pas chaque année à horizon 10 ans. Comme vous n'êtes pas chez France Info, vous savez faire le calcul. Et vous voyez que ça fait énormément de postes pour nous permettre d'arriver à cette division par 2. Deuxièmement, il y a un sujet que vous connaissez bien dans cet arrondissement, la collecte des ordures ménagères. Vous n'avez pas de chance ici, puisque ça n'a pas été privatisé. Je propose donc, et c'est ce que je ferai, la privatisation totale de la propreté à Paris, ce qui permet d'économiser 6 000 personnels. Et là, ce que nous pouvons faire, comme je vous dis, je suis une adepte de la justice sociale et c'est sincère, on peut imposer au prestataire qui reprendra ce marché une clause de reprise du personnel pour que ces personnes qui travaillent aujourd'hui à la ville de Paris puissent retrouver un emploi. Elles ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de la ville de Paris.
Quand je dis que vous n'avez pas de chance dans le 16e, c'est qu'en 1983, Jacques Chirac a voulu privatiser totalement la collecte des ordures ménagères à Paris. C'était déjà une bonne idée, c'était déjà une idée de bon sens. Incroyable de voir qu'en 2026, on ne l'a toujours pas fait pour l'ensemble des arrondissements. Et quand Chirac a voulu le faire, il y a eu des menaces de grève, il a pris peur par rapport aux syndicalistes, il a fait une sorte de Yalta des ordures. Donc il a réuni tout le monde et il a dit, voilà, dans tel arrondissement, on va privatiser, dans tel arrondissement, ça restera public. Et il a séparé en deux les arrondissements parisiens, en décidant que donc, pour certains, il le privatiserait, pour les autres, ça resterait comme c'était. Ce qui, pour nous, en tout cas pour moi, est une bonne nouvelle, puisque ça m'a donné une source d'études concrète, claire, une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Maintenant, on peut comparer dans la même ville comment ça se passe quand c'est public et comment ça se passe quand c'est privé. Bah, je vous le donne en mille, mais vous le savez déjà. Quand c'est privé, c'est mieux fait et c'est moins cher. Et il n'y a pas de grève. La Chambre régionale des comptes nous dit, en plus, que lorsque c'est le privé, ça coûte 27% moins cher. Donc ce sont des économies, un meilleur service, donc une ville plus propre. Et quand c'est public, et vous le savez, quand il y a des grèves, bah, soudain les ordures s'amoncellent. La prolifération des rats, qui est la conséquence, puisque les rats ne sont que la conséquence de la saleté. Et donc ça crée en cascade tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en plein cœur de la capitale de la France, qui est quand même une honte. Donc la privatisation de la collecte des ordures ménagères. Si on reprend, je suis à 3 milliards. Ensuite, il y a une folle politique immobilière de la ville de Paris, et ça c'est un énorme sujet, qui n'est pas qu'un sujet financier, ce n'est pas qu'un sujet de finances publiques. Une folle politique immobilière qui consiste en réalité à faire de Paris un HLM géant. Et si on laisse Emmanuel Grégoire arriver au pouvoir, ce qu'on ne fera jamais, et j'espère que tout le monde sera aussi responsable que moi dans cette élection, quand je dis que jamais je ne ferai perdre la droite, et que je suis plutôt là pour faire gagner la droite. Si on laissait Emmanuel Grégoire gagner, on peut être sûr qu'il ira au bout de l'œuvre d'Anne Hidalgo, avec un objectif déjà fixé de 40% de logements sociaux à Paris. Imaginez qu'aujourd'hui c'est 25%, et vous voyez déjà tous les problèmes qu'on connaît. La folle politique immobilière de la ville de Paris, disais-je, qui consiste donc à préempter en permanence, à acheter des biens pour les transformer en logement social. Et, puisque la ville de Paris s'est endettée à hauteur de 10 milliards d'euros, et je vais y revenir, c'est un point crucial, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de l'explication de l'endettement. Puisque la ville s'est endettée, elle cherche par tous les moyens détournés de continuer dans cette politique de logement social. Et donc, elle a inventé d'autres systèmes. Vous connaissez peut-être le système du pastillage. On colle des pastilles sur des immeubles et on dit, dans cet immeuble, il faudra un usage mixte. Donc, par exemple, si vous voulez y mettre une école et même un presbytère, si vous voulez construire, si vous voulez obtenir un permis de construire, alors la mairie vous imposera d'y mettre également à l'intérieur du logement solidaire, du logement social. Donc, on va même pousser le secteur privé, les entreprises, des bureaux, des écoles, des presbytères, à imposer du logement social pour que la ville soit sûre que sa folle politique continue, même sans qu'elle ait besoin de préempter des immeubles. C'est une fuite en avant. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi, et je ne l'ai encore jamais expliqué, mais vous allez être les premiers. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette fuite en avant. Je vous l'ai dit, la ville de Paris est endettée à hauteur de 10 milliards d'euros. C'est colossal. En principe, Paris, ça devrait être la locomotive du pays. Et aujourd'hui, ça se transforme en boulet financier. Paris, en principe, c'est une ville riche. On a des sièges d'entreprises plus que partout ailleurs en France. On taxe énormément les Parisiens. Et pourtant, cet endettement continue. Pourquoi ? En principe, en France, vous avez une règle qui veut qu'une collectivité territoriale, une mairie, un département, n'a pas le droit de s'endetter. Ils doivent, en principe, voter chaque année un budget à l'équilibre, contrairement à l'État qui peut voter des budgets en déficit. Mais il y a une exception à cette règle, c'est si la collectivité vote un budget en déficit pour investir. Et là, vous allez me dire, ça peut être de bonne politique. Si on investit, c'est qu'en principe, on va recevoir des revenus futurs, donc ça peut être logique de s'endetter pour investir. Alors, quel a été l'investissement de la ville de Paris ? Voilà, je vous ai donné la réponse. L'investissement de la ville de Paris, ça a été dans l'écrasante majorité du logement social. Et là, on peut se dire, très bien, il y a du logement social, elle s'est endettée chaque année pour pouvoir acheter, préempter, construire du logement social, mais
elle va percevoir des loyers. Donc on pourrait se dire, ce sont des revenus futurs. C'était mal connaître les socialistes, puisqu'en 2014, il y a eu un deal entre Madame Hidalgo et Monsieur François Hollande, alors président, qui lui a permis de mettre en œuvre un système, et vous allez voir à quel point ce système nous a pénalisés, un système des baux amphithéotiques, qui permet à la ville de Paris de percevoir bien en avance, parfois des décennies en avance, des loyers, donc les loyers capitalisés sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Donc vous avez une opération immobilière pour y mettre un logement social, et tout de suite, vous percevez d'un coup 40 ans de loyer, 50 ans de loyer, parfois 60 ans de loyer. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez, mais merci beaucoup. Et à ce moment-là, que s'est-il passé ? La ville de Paris a profité de ces recettes prématurées, puisqu'elle les a pris en avance, pour boucler ses budgets chaque année déficitaires, même en fonctionnement. Pas des budgets d'investissement, des budgets de fonctionnement. Donc chaque année, la ville de Paris a dilapidé notre argent dans des gabegies sans nom pour aller financer Gaza à hauteur de 200 000 €, par exemple, pour aller financer SOS Méditerranée, l'association complice des passeurs qui fait rentrer des migrants en France à hauteur de 100 000 € annuellement. Elle a utilisé cet argent, donc des loyers capitalisés, pour boucler ses budgets déficitaires. Résultat, c'est de l'argent qu'on ne percevra plus jamais, qu'elle a brûlé tout de suite pour boucler ses budgets, mais elle nous laisse la dette. La dette, on l'a, les revenus futurs, on ne les a pas, et elle a dilapidé cet argent tout au long de ses 12 ans de mandat. Et c'est ça le grand scandale contre lequel on va lutter. Et maintenant, vous comprenez la réalité financière derrière les belles paroles de la gauche qui dit qu'elle veut poursuivre dans le logement social. Maintenant, vous pouvez comprendre qu'en réalité, ce mécanisme, c'est une fuite en avant. Ils sont obligés de continuer d'acheter, de construire du logement social pour percevoir ces loyers en avance, pour boucler des budgets qui seront de toute façon déficitaires si on continue avec eux. C'est la fuite en avant. Et c'est pour ça le 40%. Ils peuvent faire croire jusqu'à demain que c'est parce qu'ils sont attachés à la justice sociale, c'est faux. C'est parce qu'ils se sont mis dans ce système qui maintenant est un cercle vicieux. Et ils sont obligés de continuer. Et je passe sur les raisons électorales, avec leur ambition de changer la carte électorale de Paris en entretenant des clientèles en permanence, alors que ce soit dans le logement social. Et vous avez vu comme moi tous les scandales, le clientélisme autour du logement social. Vous avez vu qu'on pouvait y loger ses proches, enfin bon. Je passe sur les scandales des uns et des autres, mais vous voyez à quel point ce clientélisme est fort aujourd'hui à la ville de Paris. Avec moi, je vous l'assure, tout ça, c'est terminé. On va établir une transparence totale sur l'attribution du logement social. On va faire un moratoire immédiat sur le logement social. C'est terminé de construire du logement social à Paris. C'est fini. On va même aller plus loin. On va même aller plus loin. Je vais vendre 10% du parc social de la ville de Paris à leurs occupants en priorité, en leur permettant de devenir propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans le logement social des travailleurs, des gens qui ont eu un logement social à une époque où ils avaient de faibles revenus, qui correspondaient aux critères d'attribution du logement social. Et depuis, et c'est bien heureux, ils se sont enrichis, ils ont gagné leur vie, ils ont gravi les échelons dans leurs entreprises. Et maintenant, ils ne correspondent plus aux critères d'attribution du logement social. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, on a des lois formidables. La loi nous empêche de sortir du logement social quelqu'un qui ne correspond plus aux critères d'attribution. Eh oui. Donc si maintenant vous gagnez 6 000 €, vous habitez dans un logement social et en principe, vous n'y avez pas le droit, si vous l'avez déjà, on ne peut pas vous faire sortir du logement social. La seule chose qu'on peut faire, c'est augmenter le loyer jusqu'à 30%, mais c'est tout. Je propose qu'on puisse vendre 10% du parc social à leurs occupants, ce qui est pour moi la vraie justice sociale. Si vous faites ça, demain, vous créez un véritable esprit de copropriété. Et quand on se sent propriétaire d'un lieu, vous avez généralement beaucoup moins de dégradation, beaucoup moins d'irrespect des parties communes, puisque soudain cela vous appartient.
Donc on va créer un cercle vertueux grâce à ça. Et non seulement un cercle vertueux et une possibilité pour les gens de devenir propriétaires, responsables, de savoir que maintenant ils vivront dans cet appartement qui sera le leur, mais en plus, et il n'y a pas de petites économies, 8 milliards de recettes pour la ville, ce qui me permet de diviser la dette de la ville par 2 à horizon 10 ans. Cet arrêt de la folle politique immobilière de la ville de Paris, donc je vous ai parlé du logement social, il y a aussi, puisque la ville de Paris ne s'arrête pas là, la ville de Paris joue aux entrepreneurs. Donc parfois elle veut même acheter des commerces équitables, s'investit dans les écoquartiers. Vous imaginez les fiascos que cela constitue. Quand elle ne sait déjà pas faire son rôle de mairie, vous imaginez qu'elle ne va pas réussir à jouer un rôle d'entrepreneur. Donc tout ça, on arrête, évidemment. Mais figurez-vous que les opérations immobilières de la ville de Paris, c'est 500 millions d'euros par an. On multiplie par 10, comme on n'est pas sur France Info. Vous voyez que ça fait 5 milliards d'économies sur 10 ans. Avec ça, j'en finis sur les pistes d'économie. 1 milliard d'euros que j'économise en arrêtant les subventions aux associations politisées. Et je précise bien politisé, parce qu'il ne s'agit absolument pas de mettre un terme à la vie associative parisienne qui est riche. Il ne s'agit pas de dire qu'on va arrêter d'aider l'Ordre de Malte. Et d'ailleurs, si vous comparez les montants que la ville de Paris donne à l'Ordre de Malte ou au Resto du Cœur et les montants qu'elle donne aux associations qui favorisent la clandestinité, par exemple, à des associations qui viennent squatter des terrains municipaux pas très loin d'ici, à des associations qui créent de véritables appels d'air à l'immigration. Quand on compare les deux, sincèrement, c'est à pleurer. Quand on regarde le peu que donne la ville, par exemple à la recherche contre le cancer, à la recherche contre la maladie d'Alzheimer, et quand on compare aux dons qui sont faits, par exemple, à Gaza, ben là, je peux vous dire que les priorités ne sont absolument pas au bon endroit aujourd'hui à la ville, et que ça aussi, ça va changer. Les associations politisées, donc, j'ai fixé 3 critères. C'est la méthode du faisceau d'indices du Conseil d'État. 3 critères pour déterminer qui sont les associations politisées. Premièrement, ce sont des associations qui, comme je vous l'ai dit, favorisent la clandestinité. Quand on favorise la clandestinité, il est anormal qu'on soit financé par la solidarité nationale. Deuxièmement, ce sont des associations qui exercent des recours réguliers contre l'État, qui attaquent l'État en justice. Et là encore, quand on attaque l'État, il est anormal, puisqu'on attaque des décisions censées protéger l'intérêt général, d'être financé par la collectivité. Et troisième et dernier critère, ce sont des associations qui exercent des appels à voter lors des élections, qui notamment parlent de barrages, de fronts républicains, donc qui excluent de leurs activités certains Français. Et vous comprenez donc à quel point c'est injuste quand on exclut certains Français d'être financés par eux. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'interdire ces associations, évidemment, et qu'elles pourront continuer d'être financées par leurs généreux donateurs, et que s'il y a des gens que ça intéresse de financer des associations qui proposent d'accueillir le monde entier, bah, ils pourront le faire avec leur argent. Et puis, puisque ça existe, ils sont même défiscalisés à hauteur de 66%. Je ne vous invite pas du tout à les financer, on dirait une publicité, mais ils sont défiscalisés, il se trouve qu'ils le sont, donc il y a même déjà en réalité un mécanisme de solidarité, mais avec moi, la ville de Paris ne leur donnera plus un centime. Et j'ajoute enfin, parce que pour ceux qui suivent, on est à 9 milliards et pas à 10, et j'ajoute enfin qu'il y a 1 milliard d'économies sur le remboursement prématuré de la dette, puisqu'avec les opérations de vente de foncier dont je vous ai parlé, on peut rembourser de manière prématurée toute la dette que nous a coûté Madame Hidalgo et avant elle, Monsieur Delanoë, et ce qui nous coûte chaque année, le service de la dette, 500 millions d'euros. Donc ça nous permet des économies. On peut économiser sur ces intérêts aberrants qui ne feront qu'augmenter si on continue avec leur politique, mais qui, avec moi, va s'arrêter. Donc là encore, c'est 1 milliard d'économies supplémentaires. Et voilà le plan d'économie de 10 milliards.
Maintenant, mes chers amis, je vais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, sur lequel on m'a beaucoup attaqué pendant cette campagne. C'est le sujet de la modernisation de la ville de Paris. Le sujet de l'intelligence artificielle, vous avez peut-être vu que la classe politique m'attaquait. Merci. En trouvant que mon programme était trop moderne pour eux. Ce qui est un compliment. On voit à quel point ils sont dépassés par les événements archaïques, dinosaures, has-been, tout ce qu'on voudra, mais on va parler français. Donc, ils ne pouvaient pas me faire meilleure publicité ni meilleur compliment. Évidemment qu'on va mettre la technologie au service des Parisiens. Évidemment qu'on va mettre la technologie au service de votre sécurité. Évidemment, et c'est bien normal, qu'on va s'inspirer de ce qui a marché, notamment pendant les Jeux Olympiques. Et si vous étiez à Paris, vous vous souvenez de cette période où soudain on a vu qu'être en sécurité, c'était possible. C'est possible de ne pas avoir peur dans les rues de Paris ? Eh bien oui, c'est possible. Et quelle a été la recette ? Alors une recette banale, et pardonnez-moi de cette banalité, mais on a observé grâce aux Jeux Olympiques que plus de policiers sur la voie publique, ça voulait dire moins de délinquants sur la voie publique. C'est pas mal. Résultat, je vais doubler les effectifs de la police municipale, les porter à 8000. On va tous les armer. Parce que c'est bien un scandale que Madame Hidalgo ait refusé d'armer la police municipale, quand on voit que 80% des polices municipales françaises sont armées, même dans des villes de gauche. Même un maire de gauche à Bordeaux a armé sa police municipale, et Madame Hidalgo a considéré que ça n'était pas la peine. Dans l'une des villes qui connaît le plus de délinquance, dans l'une des villes qui connaît le plus de cambriolages, de vols à l'arraché, de viols, d'agressions sexuelles, elle a considéré que ça n'était pas nécessaire d'armer la police. C'est non seulement irresponsable pour nous tous, et nous toutes, si je puis dire, mais c'est en plus irresponsable pour les policiers eux-mêmes. Quand vous avez écrit « police » sur votre dos, vous êtes une cible, au même titre qu'un policier national. Et un voyou ne fait pas la différence entre un policier municipal et un policier national. Donc c'est irresponsable pour eux. Ça a créé un deuxième problème. C'est que quand vous avez une police municipale qui est désarmée, vous n'attirez pas des profils qui sont là pour faire carrière dans la police, pour protéger leurs concitoyens, parce qu'ils savent que s'ils intègrent cette police, ils ne pourront plus s'entraîner dans les stands de tir, et donc ils perdront leur agrément, et ce sera pour eux un frein dans leur carrière. Demain, vous armez la police municipale, et vous le verrez, on va attirer d'excellents profils, d'anciens gendarmes, d'anciens militaires, des gens qui veulent venir à Paris pour assurer et garantir la protection des Parisiens. Moi, j'en ai assez de cette police municipale qui n'est employée que pour aller mettre des contraventions, contrôler les centimètres sur les terrasses. Même pour eux, c'est tellement triste. Je ne sais pas si vous avez déjà échangé avec certains d'entre eux, mais ils sont tellement tristes. Eux se sont engagés pour être au service de leurs concitoyens, pour protéger leurs concitoyens, pas pour aller contrôler les mètres carrés sur les terrasses, pour aller embêter les restaurateurs, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de chauffer leurs terrasses. Aberration, ça aussi, on va revenir dessus. Les terrasses chauffées, quelle tristesse. Une ville heureuse, c'est aussi une ville où en hiver, on voit des gens qui peuvent être dehors, où on entend des rires, ou même au mois de novembre, on n'a pas l'impression que la vie s'est arrêtée, vous êtes d'accord ? Et bien, sur cette question, j'irai au bras de fer contre l'État pour qu'on puisse rétablir ça. Ça n'a eu aucun impact sur l'écologie. Ça a été un mensonge. Strictement aucun impact sur l'écologie. Donc, je disais mettre la technologie au service des Parisiens. Ça va passer par aider ces policiers municipaux dont je vous parlais, les aider grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques ? Que le système de caméras de surveillance piloté par IA avait vraiment des effets fantastiques. Il faut généraliser cette pratique. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra détecter des comportements suspects, détecter des agressions, et à partir de ce moment-là, ça préviendra immédiatement la première patrouille, le premier commissariat, celui le plus proche qui pourra arriver beaucoup plus vite. Aujourd'hui, vous avez un système qui ne respecte pas les libertés publiques, puisque vous avez des êtres humains qui sont derrière des caméras, qui les regardent en permanence, alors que demain, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez décider qu'il n'y a aucun enregistrement tant qu'il n'y a pas eu de doute, un suspect, une agression, et qu'un opérateur, donc un être humain, n'a accès à la vidéo que lorsqu'il y a un doute, pour lever le doute et prévenir la police, à l'inverse du système actuel. Donc beaucoup plus respectueux des libertés publiques. Je ne sais pas si vous avez vu que j'ai aussi proposé une mesure de réverbère dotée de l'IA. Alors, merci.
Première chose, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'esthétique de Paris. Quand je parle des réverbères, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va enfin jeter ces réverbères atroces. Vous voyez les tiges en fer ? Et on va rétablir enfin les magnifiques réverbères de la ville de Paris. Et vous n'imaginez pas comme à chaque fois que je parle de ça, les gens sont sincèrement heureux. Et c'est quand même intéressant de voir que vous applaudissez des réverbères. Mais je comprends pourquoi. Et en fait, on voit que ça n'est pas un simple réverbère. C'est iconique de Paris. Et vous comprenez. Et on est très nombreux. Et soyez sûrs que même à gauche, ils nous comprennent. Ils me comprennent quand je dis ça. L'esthétique, c'est une politique. On n'a pas la même vie quand on grandit au milieu des tours. Et c'est ce que j'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Et quand on voit les Invalides, quand on se réveille tous les matins. C'est une évidence que la beauté contribue au bonheur. Vous connaissez la formule, la beauté sauvera le monde. Et c'est une évidence que quand on enlaidit Paris, quand on voit ces poubelles avec le sac qui flotte là comme ça au milieu, c'est une évidence que ça nous rend malheureux. C'est de la pollution visuelle. Tous les jours, on se promène devant ça, on voit de la laideur et ça pèse sur notre morale. Et même quand on ne le formule pas, ça pèse sur le moral. Quand vous êtes place Victor Hugo, qu'il n'y a plus d'eau dans la fontaine et que vous vous souvenez d'il y a 10 ans, de la beauté de cet endroit, ça pèse sur le moral, bien sûr. Donc on va rétablir le mobilier urbain historique de Paris. Parce que l'ambition de ce programme, c'est à la fois de renouer avec ce Paris éternel, ce Paris qu'on aime tous. Et contrairement à ce que dit la presse, ce n'est pas le Paris des cartes postales, c'est le vrai Paris. On va renouer avec ce Paris. Merci. Et on va projeter Paris à échéance 2050. Parce que Paris a toujours été une ville moderne. Si vous vous rappelez d'Haussmann, les urbanistes du monde entier sont venus à Paris pour admirer ce qu'avait réussi à faire le baron. Ils sont venus, ils admiraient ces rues lumineuses. Ils admiraient cette ville en avance, qui était propre, où il y avait des artères dégagées, où la beauté était partout, où l'harmonie était partout. Et ça passait par un cahier des charges strict. Jamais on n'aurait autorisé ces blocs de béton atroces qu'on construit partout. C'est aberrant de laisser construire ça. Donc on a un PLU, le fameux PLU, qui met 50 minutes à télécharger, parce que j'ai fait cet effort de vouloir regarder. Il fait 2500 pages, vous imaginez ? Enfin bref, ça pèse très très lourd sur un ordinateur. Et avec toutes ces règles qu'on a inventées, qui empêchent l'attractivité économique, qui sont imposées, je vous ai parlé du pastillage, qui sont imposées à tous les acteurs économiques, on n'a pas trouvé un peu de place pour parler de la beauté de Paris ? 2500 pages, c'était pas suffisant pour dire qu'on allait arrêter ces constructions atroces ? Avec moi, le PLU reviendra à son objectif d'origine, qui est de garantir l'harmonie, l'identité esthétique et architecturale de Paris. Et dans toutes les villes qui se respectent, j'ai vécu à un moment de ma vie dans le Pays Basque, et comme vous, on s'est promené dans des villages normands, vous voyez à quel point ils gardent leur identité. Et quand vous voyez leurs documents, leurs plans locaux d'urbanisme, vous vous apercevez qu'il y a des normes très strictes. Dans le Pays Basque, la philosophie, c'est que si on construit un nouvel immeuble, il faut qu'on ait l'impression qu'il a toujours été là. Il faut que ça s'insère dans l'histoire, dans l'identité du village. Et ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'innovation. On a toujours innové. Mais comment est-ce qu'on innovait, en principe ? On améliorait ce que nous avaient légué nos ancêtres. On faisait un peu mieux, on ajoutait de l'ornement. Et quand vous regardez les constructions du XVIIe siècle, c'est pas Haussmann, mais on voit qu'il y a une identité. On voit que c'est français. Ça se ressent. Quand vous voyez la place des Vosges, quand vous regardez la place Vendôme, alors ça n'a pas été fait au même moment, mais vous ressentez une identité commune. Pourquoi est-ce qu'on serait la seule époque qui se croit plus forte que les autres, qui croit qu'elle peut tourner la page, qu'elle peut tout réécrire sur une page blanche et que ce sera mieux ? C'est faux. Ça n'est pas mieux. Et pour preuve de cette prétention, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Je ne sais pas si vous connaissez Le Corbusier. Le Corbusier, le fondateur de ce qu'on a appelé le fonctionnalisme, pour qui, en réalité, un bâtiment ne doit pas être beau, il doit juste être fonctionnel. Il doit servir à quelque chose. Et pour vous donner sa philosophie, il va à Rome et il revient et il dit « Rome, c'est un musée des horreurs ».
Et comment il l'explique? Il dit, mais tous ces ornements, ces fontaines, il y a trop de choses, ça sert à rien, on ne sait pas pourquoi, c'est de la décoration. Pour lui, la décoration, c'est le futile, c'est l'inutile. Alors que nous, on sait que c'est ça, c'est l'ornement qui fait la beauté. C'est l'inutile qui fait le charme. Et quand on regarde l'Arc de Triomphe, les moindres détails, c'est ça qui est magnifique. Donc Le Corbusier dit que pour lui, l'architecture idéale, c'est celle d'un avion. Parce qu'il dit, chaque objet sert à quelque chose. Il n'y a rien d'inutile dans un avion. C'est ça le fonctionnalisme. Et c'est cette philosophie qui a irrigué toutes nos politiques depuis les années 60. Donc tout ce qu'on a construit depuis, et alors c'est bien, c'est bien pour l'orgueil de ceux qui ont accepté tout ça. Quand vous regardez où viennent les touristes du monde entier, étonnamment, ils ne viennent pas voir ce qui a été construit dans les années 60, mais ils viennent voir Versailles, qui a été construit bien avant, et qui paradoxalement est beaucoup plus immortel que les atrocités qu'on a construites dans les années 60. Donc la modernité, c'est de renouer avec ce Paris éternel, qui vivra après nous. Et après nous, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des touristes qui viendront admirer ce Paris magnifique, ce Paris éternel. Il faut lui rendre hommage. J'aurais encore 1000 choses à vous dire, mais j'ai envie de passer un moment à vos côtés aussi, d'aller échanger avec vous. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on a un mois et demi pour gagner. On a passé 3 semaines, presque un mois de campagne. C'est à la fois pas grand-chose, mais je crois qu'on a réussi à imposer énormément de choses en si peu de temps. En si peu de temps, vous disais-je, il y a un sondage qui est sorti hier. J'ai vu que j'avais pris 4 points, que je suis déjà au second tour dans les sondages, que je suis par ailleurs la seule candidate à connaître une dynamique, ce qui est appréciable. Quand on voit que la gauche, même en s'unissant, n'a pas dépassé les scores des uns des autres, qu'on voit que tous les autres candidats descendent, notamment à droite, et que je suis la seule à prendre 4 points dans le sondage d'hier, je peux vous dire, moi qui aime les mathématiques, si on poursuit les courbes, le 22 mars, c'est sûr qu'on gagne Paris. Merci à vous. On va faire une ville heureuse, on va réussir tous ensemble. Je vous remercie d'être à mes côtés, j'ai besoin de vous tous. Merci à vous. Le 15 et 22 mars, on gagne Paris.